à toutes et à tous, bienvenue à la deuxième partie de la journée GEM proposée par l'association Les Maths en Scène. Donc là nous recevons Mathieu Drier qui est enseignant en mathématiques au collège Georges Sand dans l'académie d'Orléans-Tours et il va nous présenter un projet qui a été mené toute l'année dans ce laboratoire de mathématiques de son établissement de la Charte, une année Phi et Maths au Labomat. C'est à toi Mathieu. Bonjour à tous. Alors tout d'abord merci à Auria et à l'association Les Maths en Scène de pouvoir proposer des journées comme ça. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'essaierai de surveiller le chat régulièrement tout au long de l'atelier, comme ça on pourra échanger peut-être plus librement. Donc moi je vais vous présenter le labo de la Châtre et donc l'année sur le thème Phi et Maths. Alors la Châtre déjà c'est où? C'est en plein milieu de la France. À 45 km de Châteauroux, au-dessus de la Creuse. On est plutôt isolé et en fait le Labomat de la Châtre a une particularité, c'est qu'il est sur deux établissements distincts, le lycée de la Châtre et le collège de la Châtre qui sont bien deux établissements à part, mais comme on est à 500 mètres d'écart, voilà, on a voulu monter un labo sur les deux. Alors c'est le collège Georges Sand et le lycée Georges Sand. De toute façon chez nous tout s'appelle Georges Sand, les noms de rues, d'avenues, de squares, de bâtiments. Et donc voilà, il est sur deux établissements. Et en fait, je suis pas tout seul à être référent du labo. Il y a deux autres co-référents, donc Fabien Touchard qui était référent avec moi l'année dernière, et donc Marie-Laure Drier qui est référente cette année avec moi du labo. C'est pour ça que dans la suite, en fait, je vais plutôt utiliser le pronom nous et pas que moi, parce que voilà, on est toute une équipe entre donc les référents, les profs qui participent aux actions du labo, les profs des deux établissements, mais aussi des établissements aux alentours. Et donc, c'est toute une équipe. Il y a les administrations de nos établissements aussi, la gestion, le secrétariat, nos chefs d'établissement qui participent à la bonne avancée du labo. Et on est suivi aussi par l'équipe de l'académie d'Orléans-Tours pour les labomaths. Donc, on a décidé de faire une année à thème, puisque jusque-là, les années précédentes, on faisait des formations en fonction de ce qu'on pouvait trouver d'intéressant. Il n'y avait pas forcément de fil conducteur. Et là, pendant la crise sanitaire, on a eu beaucoup moins d'actions et on s'est dit on va préparer une année à thème. On s'est documenté sur plusieurs thèmes. On a soumis au vote des membres actifs du labo, c'est-à-dire de ceux qui participent régulièrement aux actions du labo, plusieurs choix. Et voilà, le choix de l'année Phi et Maths a été élu. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce fil rouge. On a préparé donc l'année. Voilà, on s'est beaucoup documenté un an avant. On a cherché des intervenants qui étaient intéressants pour nous et qui étaient capables de proposer aussi des interventions adaptées aux différents publics qu'on voulait toucher. Donc ça a été très intéressant parce qu'en fait on est parti avec l'idée de toucher tous les élèves de la Châtre, de la toute petite section jusqu'à la terminale. Tous les niveaux ont eu une action du labo sur l'année. Donc c'était un public très varié. Et en plus de ça, on a aussi ouvert des conférences à un grand public, comme on appelle, donc c'est-à-dire à la population de la Châtre, aux profs du département, et voilà. Ce qui fait que ça touchait vraiment plusieurs publics distincts. Et voilà, ça nous a pris un peu de temps de trouver des intervenants qui pouvaient s'adapter à ces différents publics. Et en fait, l'année Phi et Maths, on a commencé Phi et Maths et ça s'est élargi à Phi et Sciences, puis à femmes engagées au travers de l'histoire, puisque on a commencé à en parler autour de nous, à nos collègues des autres matières. Et les collègues des autres matières sont intéressés au sujet et ont pris en main le sujet, se sont adaptés.
Donc, on est une petite trentaine de profs des deux établissements à s'être lancés dans ce projet-là. Donc, il y a vraiment toutes les matières, hein. Il y a les langues anglais, espagnol, allemand, il y a les profs de philo, les profs de français, les profs d'histoire, latin, physique, musique. Chacun y a ajouté et a contribué à cette année sur les femmes engagées au final. Et donc, le but de l'année à la fin, c'était aussi d'être capable de produire une exposition à partir des travaux des élèves qui a été fait toute l'année en classe, donc de la 6e à la terminale. Là, on a choisi 8 femmes mathématiciennes, informaticiennes, et on est en train de tout compiler, tout le contenu qu'ont créé les élèves. Nous, on s'occupe de la mise en forme, et on va normalement imprimer d'ici le mois de juin l'exposition dans le but de pouvoir la faire passer à d'autres établissements, que des élèves viennent commenter l'exposition, et voilà, qu'on parle de femmes scientifiques de différentes époques, puisque on va aller de 400 ans après Jésus-Christ jusqu'à nos jours actuels, en fait. On a dans l'expo des mathématiciennes actuelles qui font encore des maths et qui sont encore vivantes. C'était important. On parlera peut-être un petit peu plus tard là, du rôle des modèles, justement, des femmes, parce que c'est vrai que prendre que comme modèle des grandes mathématiciennes qui sont décédées, les élèves ont peut-être plus de mal à s'identifier. Donc on a trouvé important de prendre des mathématiciennes actuelles aussi. Donc voilà, on a ce projet de l'expo, et on a aussi un projet de monter une émission de web radio, puisque le lycée a une web radio, et chaque intervenant qui est venu cette année a participé, a été interviewé par les élèves du Club Math, puisque voilà, on a eu la chance d'avoir plusieurs intervenants qui ont accepté de venir jusqu'à chez nous. Donc voilà, ils ont été interviewés. Alors en fonction du programme qu'on leur avait prévu, il y en a une pour Marie, on n'a pas eu le temps de réaliser l'interview parce qu'elle avait un programme tâche chargé, mais voilà. Donc je sais pas si vous arrivez bien à lire, je pense que c'est peut-être un petit peu petit. On a commencé l'année avec une présentation, on voulait comprendre ce qu'étaient les stéréotypes, notamment les filles et les maths. Et donc on a invité Madame Châtaignier, qui est docteur en psychologie sociale, qui nous a expliqué ce qu'était un stéréotype déjà, et qui nous a donné des pistes pour essayer de les déconstruire, les stéréotypes, et de ne pas tomber sous la menace du stéréotype, justement. Elle est spécialisée dans les stéréotypes de genre, donc elle nous a expliqué, et elle a introduit l'année comme ça. Ensuite, on a eu donc Mélissa Rossi, qui est une cryptologue à l'Annecy, qui est venue travailler avec les élèves, proposer des ateliers et conférences pour les élèves. Puis on a eu donc Anne Boyer et Roger Mansuy qui nous ont parlé de la vie de plusieurs mathématiciennes. Roger Mansuy a aussi proposé des ateliers avec les élèves. Et on a donc Marie L'Huissier qui interviendra, je crois, ce soir, Marie, dans la journée J'aime, là, qui est une conteuse mathématicienne. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller la découvrir. C'est remarquable, ces contes mathématiques. Elle parle d'objets mathématiques, mais elle arrive à faire passer surtout l'essence et la recherche mathématique à travers ses contes. Et les élèves ont beaucoup apprécié ses contes et sa venue. Donc voilà, on a eu plusieurs intervenants, et c'était fort intéressant de partager avec eux. En plus de ces interventions, ce qui n'était pas prévu au programme au début, mais voilà, au mois de juillet, on va avoir une formation établissement justement sur les stéréotypes de genre concernant l'orientation. Et là, ça va toucher les profs de toutes les matières pour justement essayer de ne pas véhiculer de stéréotypes. Nous, notre année, on l'a construite pour que chacun prenne conscience que les élèves ne se fixent pas de limites, et voilà, ils ne sont pas contraints à des choix dictés par le subconscient collectif ou autre. Donc c'était vraiment notre leitmotiv, et essayer de faire prendre conscience aux élèves qu'ils ont vraiment le choix et qu'ils ne se fixent pas de limites inconscientes. Au mois d'octobre prochain, parce qu'en fait c'est une année filles et maths, mais un petit peu élargie, parce qu'on la finira au mois d'octobre prochain, avec normalement on est en contact avec l'association Femmes et Maths, qui va nous proposer normalement une journée
filles mathématiques informatiques et une équation lumineuse. Donc voilà, ça sera une année qui va déborder un petit peu sur l'année prochaine. Donc c'était la présentation de l'année de manière générale sur le labo. Je vous propose donc deux autres parties où ça va être des conseils pour réussir à faire venir des intervenants dans les labomates ou peut-être donner envie aussi de créer des labomates. Et puis après, une dernière partie sur une discussion, alors je suis pas un spécialiste, hein, mais je me suis un petit peu documenté tout de même, discussion sur les stéréotypes de genre. Alors, déjà, les trois axes principaux d'un labomat, c'est formation, travail collaboratif et diffusion. Alors formation, ce qu'on entend dans les labomates, c'est formation pour les enseignants, donc soit formation entre pairs, c'est-à-dire un membre du labo qui va proposer quelque chose sur lequel, enfin voilà, qu'il a envie de partager avec ses collègues, soit formation par un enseignant-chercheur, soit formation par un formateur académique. Travail collaboratif, ça va être justement de prendre du temps pour monter un projet en équipe, pour travailler voilà, sur tel ou tel sujet en équipe, soit de maths, soit même en équipe pluridisciplinaire ou même interdegré. Ça peut être l'occasion. Et la diffusion, donc voilà, c'est permettre de diffuser la culture mathématique et plus largement la culture scientifique auprès des élèves, des profs et puis même de la population de manière générale. Donc ça, ce sont vraiment les trois axes d'un labomat, trois axes principaux. Alors, nous, clairement, on avait envie aussi d'associer un peu plus les élèves parce qu'ils ne sont pas tant associés que ça au labomat. Ils y sont bien entendu dans tout ce qui est diffusion. Bien entendu, le travail collaboratif et les formations des profs, ça va rejaillir sur les élèves en cours après. Mais voilà, on a décidé au collège et au lycée de monter deux clubs de maths pour associer les élèves et voilà, qui nous disent aussi ce qu'eux veulent faire et travailler les maths un petit peu autrement. Pour les intervenants, alors ça dépend des situations, mais nous par exemple à La Châtre, on est un petit peu isolé. L'université la plus proche est à 1h30. C'est pas dans la même académie, c'est celle de Limoges. Celle d'Orléans ou de Tours, on est à 2h15 de route. La gare est à 45 km de La Châtre, la gare la plus proche. Donc voilà, on est isolé et je vous cache pas que nos premiers contacts avec des intervenants universitaires ou autres ont été quelque peu difficiles entre des réponses qu'on n'a jamais reçues et le fait que ben voilà, on nous a clairement fait comprendre qu'on était un petit peu loin et que c'était compliqué de venir jusqu'à chez nous. Alors il y a cet avantage avec le label Labomat, c'est que ça commence à être un petit peu connu en France par les universitaires et les chercheurs. Et du coup, c'est un petit peu plus rassurant d'être invité par la structure officielle du Labomat plutôt que d'être invité, voilà, je pense, par un professeur à part. Là, au moins, il y a la structure officielle des Labomat qui commence à être un petit peu connue au moins par les universitaires. Donc ça peut les rassurer. Et ce qui fait que maintenant, on a quand même beaucoup moins de mal à trouver des intervenants. Donc c'est toujours plus plaisant de savoir qu'on va au moins avoir une réponse. Quand on a quelqu'un, comme c'est pas facile de venir jusqu'à chez nous, on lui prévoit un programme assez dense et plusieurs interventions de différentes natures. Donc voilà, ça peut être des demi-journées de formation pour les professeurs, professeurs de maths ou aussi professeurs de sciences. Voilà, des établissements aux alentours aussi du labo, on propose toujours de manière ouverte aux professeurs voilà, qui dépendent du secteur du lycée, puis après on élargit carrément aux professeurs du département. On essaye de proposer des interventions pour nos élèves, donc les collégiens et les lycéens. Alors là, ça dépend beaucoup des intervenants, puisque certains enseignants-chercheurs n'ont vraiment pas l'habitude de parler à des collégiens, et donc on voit avec eux ce qui est le plus adapté et ce qu'ils peuvent faire. Et en fonction des sujets, certains sujets ne sont pas forcément
très faciles à vulgariser. Donc ça peut être différentes choses, des ateliers, des conférences, mais on a fait aussi des choses un petit peu moins informelles, c'est-à-dire que les élèves ont partagé un repas avec un chercheur. Et le chercheur expliquait ce qu'était que la vie de chercheur. Voilà, c'était pas spécialement des maths, mais c'était histoire de côtoyer. On a fait avec des collégiens, Michael Lenné par exemple est venu, on a parlé d'un des livres de Michael Lenné autour d'un goûter. Comme ça, c'était un petit peu moins informel et il y a pu avoir quelques échanges comme ça. Donc on essaye de toujours intégrer les élèves aux venues. Là aussi, en fonction des intervenants, on propose des conférences grand public, mais ça, c'est pas pour tous les intervenants, c'est s'ils le sentent, s'ils ont un sujet intéressant à proposer qui puisse être vulgarisé. Alors, quand on appelle grand public, ça va de 7 à 77 ans, voire plus, hein, puisque voilà, on a des élèves même de CM2 qui sont venus cette année. Donc, on accueille les élèves, on accueille la population castraise, on accueille des profs, on accueille des mathématiciens, des non-mathématiciens, juste des personnes curieuses en fait. Et ce qui fait qu'on n'est pas tous au même niveau de connaissances mathématiques. Alors là, dernièrement, on a fait plutôt des conférences sur l'histoire des maths, ce qui fait que là c'est ouvert et il n'y a pas besoin de trop de prérequis en mathématiques. Et on a réussi à faire des conférences, certains intervenants ont réussi à faire des conférences un peu plus mathématiques et qui pouvaient intéresser tout le monde en fait, avec un vrai contenu mathématique, mais quand même accessible pour ceux qui connaissent moins. Et ça, c'était fort intéressant d'avoir ce mélange de population. Et avant la crise sanitaire, alors là, j'espère qu'on va pouvoir le refaire, on avait l'habitude de partager un après-conférence autour d'un buffet réalisé par les élèves de CEPA du collège ou les élèves de SSP du lycée pro. Donc comme ça permettait de poursuivre un petit peu les discussions et puis quand on discute en mangeant et en buvant un petit peu, c'est toujours plus agréable. Et donc cette année, on a mis en place les interviews par les élèves du Club Math. Donc les élèves du Club Math préparer leurs interviews, se documenter sur la personne, préparer des quiz aussi. Et comme ça, on allait au lycée s'enregistrer et ça a été très intéressant, je pense, pour les élèves et même pour les invités. Donc quand on a tout ça, on voit qu'il y a une question de financement et c'est la question principale. Alors en fonction des labos, ça peut être très différent en fait, puisque les budgets sont alloués non pas par l'académie pour les labos, mais voilà, par établissement, du moins dans l'académie d'Orléans-Tours, c'est chaque établissement décide combien il veut mettre sur la ligne budgétaire du labo maths. Ça peut monter jusqu'à 4 ou 5 000 euros par labo, et d'autres labos pas du tout. Donc c'est vraiment en fonction des établissements. Nous, les 2 premières années, on a fonctionné avec 0 € de l'établissement. Non pas que nos chefs ne voulaient pas nous attribuer de sous, c'est juste qu'on a décidé de ne pas demander d'argent de l'établissement et de se débrouiller autrement en fait. Cette année, on était à 115 € de budget pour faire venir les gens. Évidemment, on a trouvé des sous extérieurs à l'établissement. On avait décidé, voilà, tant que c'était des conférences ouvertes au public, de ne pas prendre l'argent qui est normalement réservé pour les élèves pour financer ça. Donc voilà, c'était un des points importants. Et c'est vrai que c'est un point qui pose un petit peu problème et qui nous fait beaucoup travailler aussi. Il y a une astuce qui est, par exemple, quand on a fait venir Marie L'Huissier et ses comptes. Donc Marie, c'est son travail, donc elle, il fallait qu'on la paye et qu'on la rémunère pour ses comptes. Elle est venue avec un musicien en plus. On a utilisé le parcours d'éducation artistique et culturelle. Le rectorat a une ligne budgétaire pour ça. Et comme on avait monté un projet interdegré, on faisait intervenir 3 écoles plus le collège. Voilà, ça rentrait tout à fait dans le parcours éducation artistique et culturelle et ça nous a permis de financer les comptes, les interventions de Marie et de son musicien. Et sinon, donc, on a nos partenaires.
Donc, on a les associations locales qui sont de la Châtre, le Lions Club, les Amis du musée Georges Sand, Femmes Solidaires. On a la mairie de la Châtre qui nous aide. Par exemple, ils ont payé les déplacements de Roger et de Roger Mansuet et de Marie L'Huissier cette année. Et l'Académie d'Orléans-Tours, par le rectorat, peut aussi nous payer des déplacements d'enseignants-chercheurs. En fait, il y a un partenariat avec les enseignants-chercheurs. Quand ils viennent proposer une formation pour les professeurs, ils sont rémunérés pour leur demi-journée de formation et ils sont défrayés de leurs frais de transport. Sinon, nos autres intervenants, à chaque fois, venaient gracieusement et pour le plaisir de partager des maths. Nous, on leur a juste remboursé les frais de déplacement. On les loge si besoin. Au lycée, il y a des studios qui sont faits pour les invités. Et on les nourrit quand même. En gros, ils viennent partager des maths, mais ils n'ont pas d'argent à dépenser. Donc ça, c'est un point crucial. Et on s'est toujours refusé à payer pour des interventions pour les élèves ou pour des conférences. Donc voilà, un grand merci à nos partenaires et il faut que ça dure et je pense que les Maths en scène en savent quelque chose, que c'est pas forcément facile de trouver des partenaires de toute façon. Alors, quelques astuces, je sais pas si c'est vraiment des astuces, mais clairement, pour trouver des intervenants et monter un programme pour les labos maths, il faut avoir des idées, des envies. Alors, je sais pas dans quel sens, des fois des envies d'abord, puis après des idées. Pour avoir ça, il faut se tenir au courant en fait de l'actualité des maths, suivre des conférences sur Internet en direct, regarder différentes revues scientifiques, et on peut trouver des gens intéressés et intéressants pour venir dans les établissements. Et une chose super importante, c'est être capable de créer des moments conviviaux, parce que on l'a tous vu quand on a des formations en distanciel, c'est quand même beaucoup moins intéressant que des formations en présentiel, parce qu'il y a tous ces petits moments informels de discussion qui sont très très importantes. Et donc au labo, voilà, on essaye de créer un espace où les gens ont envie de venir et surtout de revenir. Et ça peut être autour d'un repas. Quand on fait une formation entre profs, on essaye de proposer un repas pour rester et prolonger un petit peu la formation et pouvoir échanger tous ensemble. On essaye aussi d'avoir pas mal de moments d'échange en plus de la formation pour voilà, que les gens aient envie de venir et de partager. Et un dernier conseil, c'est d'échanger directement avec les intervenants pour être sûr de cibler exactement le type d'intervention et que ça soit adapté au public visé. Puisque en fonction des interventions, on veut plus ou moins, par exemple, clairement, des conférences d'1h30, 2 heures pour des collégiens, ça marche pas et ils décrochent. Il vaut mieux des ateliers où ils vont manipuler, où ils vont, voilà. Donc ça, il faut échanger beaucoup avec les intervenants en amont pour savoir comment organiser les choses. Et en fait, souvent, enfin, nous, avec ceux avec qui on a travaillé, ils avaient déjà des très bonnes idées et on n'a pas eu grand-chose à changer. Donc, voilà. Mais être sûr de cibler, même quand c'est des formations pour les profs, si on part sur un niveau mathématique trop élevé, on n'a pas tous les mêmes connaissances en mathématiques ou le même niveau d'oubli en mathématiques, on va dire. Donc voilà, ça permet d'être sûr que tout le monde y trouve son compte. Donc ça, c'est un point important. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Question, c'est des remarques de Serge concernant la place des mathématiques et le regard. Et je pense que l'idée de montrer que les maths, que toute personne peut en parler déjà dans les établissements, c'est-à-dire les enseignants puissent s'imprégner, pas que les profs de maths, dans les projets autour des mathématiques, est important. Et de montrer que les maths sont partout. Et pour toutes et pour tous. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose une petite discussion sur les stéréotypes de genre. J'ai préparé quelques petites choses, mais je ne suis pas non plus sociologue et super calé là-dessus. Mais voilà, j'y réfléchis encore. Et des fois, il y a des petites choses qui, quand on les entend, peuvent
peuvent nous amener à réfléchir et de se dire, voilà, faut peut-être que je modifie telle ou telle façon de faire. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser, parce que de toute façon, les stéréotypes, on est tous sous l'influence des stéréotypes, plus ou moins consciemment aussi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de réfléchir à comment essayer de les déconstruire. Ça, c'est un vaste programme, mais au moins de pas les renforcer. Alors, si on prend vraiment sur les cours, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas les renforcer? Par exemple, on peut déjà essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on rend une copie. Quelles remarques on va écrire dessus, quelles remarques on va faire à l'oral aussi en rendant une copie, ou alors sur un bulletin, qu'est-ce qu'on va écrire. Par exemple, il a été prouvé par des sociologues que on a plus tendance à dire à une fille qu'elle est sérieuse, qu'elle travaille beaucoup, et un garçon, par exemple, alors en mathématiques, je suis en train de parler, un garçon qui a des capacités, qui peut mieux faire. Et ça peut aussi renforcer les stéréotypes, comme quoi les garçons ont des facilités en mathématiques et sont pas à fond, et les filles, par exemple une fille qui aurait la même note est à fond de ce qu'elle peut faire parce qu'elle travaille sérieusement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des idées qu'il faut pas véhiculer, et rien qu'en y réfléchissant, voilà, on peut essayer de ne pas renforcer au moins les stéréotypes. Aussi, chose très importante, sur la distribution de la parole en classe, puisque ça a été montré qu'on a plutôt tendance à donner la parole aux filles sur des questions de leçons, des choses qu'on a fait précédemment, et poser les questions ouvertes plutôt aux garçons. Alors là, c'est sur la distribution de parole, mais c'est aussi sur la gestion du temps de parole. Les garçons prennent plus spontanément la parole aux filles, interrompent peut-être plus facilement les filles, et voilà, il ne faudrait pas se retrouver dans une classe où il n'y a que les garçons qui participent et que les filles restent de côté. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut réfléchir et pour faire évoluer en fait nos pratiques. Et j'ai mis, alors il y a plein d'autres points bien entendu, mais aussi dans nos exercices, les énoncés d'exercices qu'on fait, soit dans les manuels, soit ceux qu'on fait, réfléchir à ce que ce soit pas toujours un garçon qui bricole. Alors faut pas s'empêcher, il faut pas culpabiliser, un garçon peut aussi bricoler dans nos énoncés d'exercices, mais voilà, ce soit pas toujours le docteur et une infirmière, que ce soit pas toujours un garçon qui vienne dans l'énoncé, un garçon qui vienne en aide à une fille, et voilà. Il faut essayer d'alterner les situations pour pas rester que dans un type, mais que dans ces stéréotypes-là en fait. Il y a un groupe à l'EPMEP qui s'est monté cette année sur justement Femmes et Maths, en partenariat avec l'association Femmes et Maths. Oui. Pour parler de mathématiques dans nos cours, puisque on peut servir de modèle pendant les cours. Il faut juste faire attention aux modèles. C'est toujours gênant d'avoir des modèles trop anciens et les jeunes ne peuvent pas forcément s'identifier à ces modèles. Mais voilà, quelques pistes pour parler en classe. Déjà, il y a 2 dates importantes, le 11 février, qui est la journée des femmes et des filles en sciences, et le 12 mai, qui est la journée internationale des femmes en maths, pardon. Le 12 mai, c'était justement l'anniversaire de Mariam Mirzakhani, notre seule femme prix Nobel en maths pour l'instant. Et donc voilà, ça peut permettre
lancer le débat. Je vois que je suis un peu juste en temps. Je vous donne juste quelques petits exemples. Là. Il y a les nombres premiers de Sophie Germain qu'on peut évoquer à différents niveaux, collège et lycée, histoire de pouvoir parler aussi de femmes mathématiciennes. Il y a les graphiques de Florence Nightingale, qui était donc une infirmière et statisticienne. Elle a fait pas mal de graphiques sur les statistiques pour convaincre justement les liens entre l'hygiène et la mortalité des soldats anglais. Et il y a la courbe d'Agnesi aussi qu'on peut faire à différents niveaux, à tout plein de niveaux même. La courbe d'Agnesi, en fait, moi je l'ai fait par exemple cette année en 6e, je ne sais pas si ça va marcher ça. C'est un lieu géométrique, donc quand on travaille les programmes de construction, parallèles, perpendiculaires, donc ça s'adapte tout à fait en 6e sur GeoGebra là par exemple. Voilà, on peut construire la courbe d'Agnesi et ça permet de parler de travaux de mathématiciennes et les élèves arrivent à faire ça. On peut le faire à différents niveaux parce qu'on peut y voir une distribution de proba aussi là-dedans, donc il y a pas mal de choses. Là, ce sont juste des petites idées. Donc voilà, la courbe d'Agnesi et le programme de construction que j'ai proposé aux élèves. Donc dès la 6e, ça, on peut le faire en fait. Je crois que je suis arrivé au bout. S'il y a des questions, s'il y a besoin d'échanger, voici mon mail. Et je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions et je ne sais pas si on a dans le chat. Alors, je regarde. Je te remercie beaucoup, Mathieu, du projet que tu as pu présenter. J'étais assez ravie en début de projet d'avoir échangé avec toi pour te faire des propositions d'idées. Et on avait, avec l'association Math en Scène, Inspire Science et l'importance des modèles. Et de montrer aussi que les mathématiques, on peut faire tout le monde peut faire des mathématiques, et puis de présenter aussi des femmes littéraires qui sont dans d'autres domaines scientifiques et artistiques, et parler de mathématiques, parce que tous nos élèves ne vont peut-être pas aller vers les filières mathématiques, mais peut-être s'accrocher parce qu'ils ont peut-être une affinité en littérature, en artistique, en langue. Donc c'est important de lier ces deux, montrer que les maths sont partout et qu'elles sont pour toutes et pour tous. Donc là, il n'y a pas de questions. Par contre, vous aurez la possibilité de découvrir la vidéo de Mathieu, et n'hésitez pas de contacter Mathieu, les hyper d'Orléans-Tours. Alors, rapidement, je vois Gilles qui est présent. Gilles qui a beaucoup de vidéos sur sa chaîne scientifique. N'hésitez pas d'aller voir parce que vraiment il y a beaucoup de choses. Et puis j'ai Lydie qui pose une question. On peut en savoir plus sur les travaux d'élèves sur le thème Phi et Maths. Est-ce que les élèves ont produit? Il y a l'idée de l'Expo dont je t'avais parlé en début quand on a échangé. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Alors, en fait, ils ont produit plein de choses et pas que sur les mathématiciennes. Alors nous, on va se concentrer pour l'expo juste sur mathématiciennes et informaticiennes. Mais par exemple, c'était dans toutes les matières. Par exemple, la collègue d'allemand du collège, elle a travaillé sur Emineuter avec ses 3e. Et donc, on va avoir du contenu pour l'expo sur Emineuter fait par les élèves de 3e. Et en français, je sais, et en philo, ils ont travaillé sur Olympe de Gouges et en philo sur Émilie du Châtelet. Donc, on a le côté scientifique et littéraire comme ça. Voilà, on a travaillé plutôt sur des bios, et les clubs maths aussi ont travaillé sur des bios de mathématiciennes. Alors, je dois avouer que le club maths collège a un peu moins adhéré au bio parce que les élèves étaient venus pour faire des maths et moins de la recherche documentaire. Donc on en a fait un petit peu, mais après on est reparti un peu plus sur les maths. Voilà. Ils étaient moins axés sur la recherche documentaire. Ok, merci beaucoup Mathieu. Voilà, un exemple de projet Phi et Maths. J'ai mis le lien du plan mathématique du collège où il y a il y a 3 parties sur la valorisation des mathématiques. Les maths sont pour toutes et pour tous. Ça donne des idées. N'hésitez pas d'aller découvrir le site EduScol. Voilà, donc Mathieu, je te remercie beaucoup. Puis on va passer au nouvel intervenant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.